Votre matinale de l'information sur Canal d'Info, la chaîne que vous regardez tous les jours de 7h à 7h, la chaîne qui vous donne les informations du monde et de l'Afrique. Au sommaire de l'actualité ce matin, nous allons parler de l'installation dans la région du littoral au Cameroun du gouverneur Iva Dibora Dieudonné. Ça sera bien évidemment avec l'île Pidjou. Nous parlons également de ces 1,8 milliard d'euros débloqués par l'Union européenne pour empêcher les Africains de se retrouver en Europe, tout comme d'autres migrants. Nous parlerons aussi de cette République centrafricaine où les casques bleus sont encore au devant de la scène, accusés d'abus sexuels au moment où l'on annonce la venue du pape dans cette partie de l'Afrique. Aung San Suu Kyi a donc obtenu officiellement la majorité absolue des sièges au Parlement, 348, et le gouvernement se dit d'ailleurs prêt à négocier avec elle pour la mise sur pied d'un gouvernement de large consensus. Nous parlerons aussi de la Grèce avec Alexis Tsipras qui vit sa première grève générale depuis les élections législatives anticipées de septembre dernier. Nous terminerons par les États-Unis où l'un des candidats à la présidentielle américaine annonce l'exclusion de 11 000 sans-papiers s'il arrivait qu'il accède au pouvoir. Voilà donc pour le sommaire. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour les détails. Retour sur ce plateau. Lille Piedou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Très belle tenue. Ah ben merci, c'est les couleurs du week-end et ça annonce également la grosse cérémonie qu'il y a dans la ville de Douala aujourd'hui. Alors, cérémonie officielle de passation, alors de prise de fonction du nouveau gouverneur de la région du littoral, Iva Dibora Samuel Dieudonné, qui était, avant sa nomination, gouverneur de la région de l'Est. Tout à fait. Il faut dire que c'est l'installation du nouveau gouverneur de la région du littoral. La cérémonie a lieu donc cette journée même dans la ville de Douala. Il faut dire que la tribune est parée de ses plus beaux vêtements pour accueillir le nouveau patron de la région, Samuel Dieudonné Iva Dibora, qui maîtrise un tout petit peu la région du littoral et qui devra certainement travailler avec d'autres forces vives. Aujourd'hui, la circulation est véritablement perturbée dans la cité économique pour accueillir le nouveau patron. Il faut dire qu'il arrive dans un contexte assez particulier avec l'insécurité qui règne dans la ville de Douala entre assassinat, vol, banditisme. Il aura donc beaucoup à faire dans ce volet-là. On aura également le grand problème de la ville de Douala, Louis Roger, c'est le désordre urbain qui se traduit ici par l'insalubrité dans la ville de Douala. Ça fait partie donc des défis que devra donc relever le nouveau gouverneur de la région du littoral. Il y a plein de dossiers comme ça qui attendent le nouveau chef d'État. Alors, vous parlez des dossiers. Il y a également ce dossier important des agences de voyage qui refusent à s'installer véritablement du côté de Bonabéry, de Sodiko à Bonabéry. On a également cette question des embouteillages, du transport même urbain avec ces motos taxibènes qui enflent la ville. C'est dire qu'il a vraiment des dossiers chauds qu'il devrait rapidement étudier. Il faut dire que c'était des sujets qui avaient déjà été traités par l'ancien gouverneur Joseph Betty Assomo, aujourd'hui ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense. C'était un de ces combats. Vous savez que la ville de Douala, c'est une ville problématique. Ça fait, vous évoquez ces problèmes de moto-taxi, ces problèmes de transport urbain. Tout cela fait partie du désordre urbain de la ville de Douala. Il faut trouver l'équation pour permettre de désengorger la ville de Douala, amener tous les conducteurs ou tous les transporteurs de se retrouver du côté de la gare routière de Bonabéry. On devra à tout prix
aménager cette gare routière pour éviter de nombreuses agressions, pour éviter le vol, le banditisme qui ne cesse de grandir dans la ville de Douala. Il aura également cette équation-là de canaliser les conducteurs de moto-taxi. Aujourd'hui, on enregistre de plus en plus ces conducteurs de moto-taxi agressés, tués et jetés dans les rues de Douala. Il faudra travailler avec les forces de maintien de l'ordre pour assurer la paix et la stabilité dans cette région. Vous savez qu'il y a plusieurs enjeux dans la ville de Douala. On a le port, on a le pont sur le Vouri, on a tellement de choses que le nouveau patron devra à tout prix résoudre, gérer pour améliorer les conditions de vie des populations. Il faut également dire qu'on a abordé quelques Camerounais dans la ville de Douala, mais leur problème, il faut d'abord résoudre ce problème de plan d'urbanisation de la ville de Douala, gérer à tout prix le plan, faire revenir ce plan d'urbanisation, respecter, amener les uns et les autres à respecter cela et transformer la ville de Douala, aujourd'hui devenue une ville poubelle, en ville propre. C'est très important. Très important pour qu'on assiste puis à ce gros village urbain que nos villes ont toujours représenté. Merci Lille, sauf peut-être s'il y a également d'autres sujets. Peut-être la précision qu'on devra faire parce que il y avait une petite confusion en termes de passation de service, passation de commandement, installation. Vous savez que dans la région de l'Est, au Sud, on a assisté aux passations de commandement via le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Mais aujourd'hui, la cérémonie est coprésidée. C'est-à-dire vous avez le ministre de la Défense d'une part et le ministre de l'administration territoriale d'autre part. Donc, pour les habitués des différentes cérémonies, aujourd'hui, il y aura un seul rond au niveau de la place des fêtes de la vallée de la Besséquet. On va présenter tout simplement à la population de Douala leur gouverneur et ce sera une cérémonie vraiment d'installation et non de passation de commandement. Entre le gouverneur sortant et entrant comme cela se fait, ça ne sera pas le cas. Ailleurs, ça ne sera pas le cas puisque l'ancien gouverneur de la région littorale, Joseph Betty Assomo, a été promu ministre délégué à la présidence de la République. Surtout qu'il n'avait pas obligation d'être à cette cérémonie aujourd'hui, mais par respect pour la population de Douala, qu'il a véritablement aimé et au regard des invitations des uns et des autres, il a opté être personnellement là pour accompagner le nouveau gouverneur Samuel Iva Adibowa qui vient de la région de l'Est et qui a traversé tellement de choses dans la région de l'Est. Il pourra, à travers son expérience en tant qu'administrateur principal, donc ramener cette sérénité-là dans la ville de Douala avec tous les cantons. On a les Douala, on a les Babiliké, on a tellement de tribus dans la ville de Douala, dans la région du littoral, entre la Sanaga maritime, département du Mungo. Il faudra faire avec tout cela pour qu'il y ait la paix et la sérénité et surtout renforcer la sécurité. On est en guerre contre Boko Haram. Il faut éviter les attaques. Il faut maintenir toutes les mesures de sécurité et ce sera l'une des missions du nouveau patron de cette région. Ivaha Samuel Dieudonné, qui aime bien les journalistes. Il aime beaucoup les journalistes et il a travaillé avec les journalistes prêts à répondre à toutes les préoccupations. On espère que ce sera le cas dans la région du littoral. En tout cas, Joseph Betty Assomo est également un ami des journalistes. Merci Lille Piedjou d'être passé. Serge Bondier, bonjour. Bonjour Roger, merci de m'accueillir ce matin. Alors, le gouverneur de la région du littoral sera bientôt installé. Il est vrai que ce n'est pas votre sujet, mais cela importe que vous vous appesantissiez un tout petit peu là-dessus. Le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Adibowa, qui sera donc installé dans quelques minutes seulement, viendra trouver sur sa table beaucoup de problèmes, vous l'avez bien indiqué, qui se posent dans la capitale économique du Cameroun. Ce qu'on voudrait aussi retenir, d'ailleurs qu'a bien développé l'île, c'est cette cérémonie d'installation en fait du gouverneur de cette région-là, l'autre étant devenu ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, avec un portefeuille assez consistant. La défense est un élément assez stratégique pour accompagner la paix et la stabilité de notre pays, donc il a beaucoup à faire. Et donc le gouverneur vient ainsi retrouver une ville au sein de laquelle il a souvent apporté sa contribution d'antan et même aujourd'hui pour réconcilier la paix et la stabilité qui a été celle mise en place depuis quelque temps par Joseph Betty Assomo, qui a mis sur pied un véritable climat de confiance entre lui et les populations locales. Les grèves à répétition ont diminué d'un pourcentage assez conséquent dans la ville de Douala, mais ce qu'on retient aussi aujourd'hui, c'est de savoir qui viendra trouver ce qui a été fait par
l'urbanisme dans la région du littoral à travers un véritable plan d'occupation des sols qui vise un véritable plan d'urbanisation même de la métropole économique du Cameroun, en espérant bien sûr que tous les projets qui sont mis en place pour développer la ville seront respectés à la lettre. Alors parlons maintenant d'économie mais qui prend en compte bien évidemment les migrations. Aujourd'hui, l'Union européenne et certains États africains ne voudraient plus voir des Africains aller en Europe n'importe comment. Il y a quand même un peu d'argent qui a été débloqué par ces bailleurs de fonds pour freiner l'immigration. On parle de beaucoup d'argent, certes. On va d'abord s'arrêter sur un premier montant. Vous savez bien, le sommet de Valette qui s'est ouvert du côté de Malte depuis quelques jours vient donc apporter une véritable réponse pour les Européens à cette immigration de plus en plus clandestine. Le compte donc de la Commission de l'Union européenne pour l'instant indique un peu plus de 78 millions d'euros déjà mis en place pour forcément accompagner cette immigration clandestine et trouver également des stratégies. Mais ce que l'Union européenne recherche aujourd'hui, c'est 1,8 milliard d'euros pour accompagner cette immigration clandestine et surtout permettre de mieux voir comment est-ce que les pays africains pourraient repositionner cette stratégie. Mais la réponse également est venue du côté des présidents africains qui participent donc à ces sommets. On rappelle qu'il y a une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement. Le président sénégalais Macky Sall qui dit clairement dans une intervention qu'on ne sait pas pourquoi on va mettre autant d'argent pour lutter contre l'immigration clandestine. Pourtant, l'Afrique a besoin de cet argent pour développer une véritable politique, voire légale, d'immigration clandestine, en essayant de voir comment on pourrait accompagner ces Africains-là pour qu'il n'y ait pas ceux qui sont considérés de manière illégale. Il dit encore clairement que le flux n'est pas assez important pour les immigrés africains. Il n'y en a pas beaucoup, comme beaucoup d'autres, qui partent des pays de l'Europe de l'Est pour se retrouver donc en Europe, particulièrement en France, ou encore en Allemagne, ou en Italie, ou peut-être voir en Espagne. C'est un montant, c'est un chiffre assez conséquent, toujours relayant donc le président sénégalais Macky Sall. Le président ivoirien est aussi clair. Alassane Dramane Ouattara dit que 25% de personnes étrangères installées donc sur le territoire de la Côte d'Ivoire indique clairement que son pays doit être un exemple d'intégration parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui sont là-bas qui n'ont pas de problème qui a trait à ces papiers. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est réellement d'accompagner l'Afrique, même si l'Union européenne a choisi de s'accorder un peu avec la Turquie pour voir comment freiner cette immigration qui vient beaucoup plus des réfugiés syriens qui sont en nombre de plus en plus presque pas acceptable par l'Union européenne qui ne peut pas elle toute seule encadrer donc ce flux des immigrés. On a également vu d'après quelques investigations ce matin la Slovénie qui a depuis quelque temps un pays de l'Europe de l'Est qui a installé un peu des fils barbelés tout autour pour freiner les immigrés qui viendraient tout droit de la Croatie. Donc un rôle très 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 important qui est aussi à jouer et on verra aussi le rôle permanent de la Turquie dans le cadre de ces immigrations-là. Donc l'Europe essaie aujourd'hui de trouver des solutions. On a proposé par exemple des candidats ou alors ce qu'ils ont appelé des sortes de policiers entre guillemets à l'immigration, ceux qui devraient en principe aider les ressortissants de leur territoire qui sont choisis pour pouvoir s'installer à travers quelques recommandations et des indications précises pour mieux se mouvoir sur le sol européen. Donc ceux qui viennent de manière clandestine n'auront pas de la chance de pouvoir développer et évoluer sur le territoire européen. Donc il y a des conditions claires qui sont là, mais cet argent qui est si développé aujourd'hui par l'Union européenne doit permettre à ce que les situations là-bas pour les uns et les autres soient mieux aguerries et qu'on n'ait plus trop ce flux migratoire qui donne du tourner aux dirigeants européens. Merci Serge Blondier pour cette actualité, ce complément d'information sur cette actualité. On espère vous retrouver pour d'autres éditions. On sera forcément là pour les autres éditions, mais on va sortir en essayant un peu d'évoquer le cas de la Turquie aujourd'hui. On a donné beaucoup d'argent à la Turquie, mais d'autres dirigeants s'étonnent de ce que la Turquie puisse avoir autant, plus de 3 milliards d'euros à la Turquie pour accompagner l'immigration clandestine, pour voir un peu ce que ce pays pourrait faire, mais qui est encore aujourd'hui en train d'être refusé parce que la Turquie estime que l'argent n'est pas assez conséquent et que
qu'il faudra que les conditions d'immigration soient claires et précises. Mais les dirigeants africains, à leur tour, disent, mais pourtant, 1,8 milliard d'euros, pourtant qu'ils ne présentent presque rien pour développer des infrastructures en Afrique. Donc, c'est une question à voir de plus près et on sait bien, on reste convaincu que ces dirigeants africains vont camper sur leur position et permettront de revoir un peu à la hausse dans cet argent assez important. Et d'autant plus qu'on sait que l'immigration clandestine concernant les pays africains n'est pas assez conséquente. Donc, on n'a pas beaucoup d'immigrés africains du côté du sol européen comparativement à un chiffre exponentiel qui vient de celui des pays pauvres, donc de l'Europe qui se retrouve dans des pays qui n'ont pas des infrastructures assez comparables aux autres, qui n'acceptent même pas à recevoir ces immigrés-là. Merci une fois de plus, Serge Bondje. Alors, Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Serge et bonjour à nos téléspectateurs. Nous allons parler tout de suite de la Birmanie avec Aung San Suu Kyi qui a obtenu la majorité absolue des sièges au Parlement. Et c'est une très bonne nouvelle, c'est un chiffre officiel, c'est dire que la junte militaire l'a accepté et accepte d'ailleurs de collaborer désormais avec ce prix Nobel de la paix. Écoutez, Louis Roger, c'est une bonne chose pour la combattante qu'elle est, prix Nobel de la paix. Elle a enduré des situations, vous vous souvenez qu'il y a 25 ans, lors d'un précédent scrutin comme ça là, elle avait aussi réussi à avoir la majorité de votes de Birmans exprimés en sa faveur et que malheureusement la junte ne l'avait pas laissé pouvoir jouir, n'est-ce pas, de cette victoire-là et finalement de pouvoir prendre les rênes du pays. Donc 25 ans après, si la junte du côté de la Birmanie finit par accorder, finalement reconnaître la victoire de Aung San Suu Kyi du côté de la Birmanie, on peut se réjouir de ce que la démocratie, en tout cas que l'expression de la majorité dans ce pays-là ait finalement eu gain de cause. C'est ce qu'on pouvait redouter le fait que la junte militaire ne puisse pas valider ce processus-là, mais on s'y attendait un peu hein, avec ce qui s'est passé après sa libération, son assignation en résidence surveillée et son exil. On pouvait s'y attendre et on pouvait finalement croire que ça allait être difficile pour la junte aujourd'hui de ne pas le reconnaître. Seul petit bémol, c'est que la junte s'octroie encore quelques sièges d'office au Parlement de ce côté-là. Et autre chose, c'est que la Constitution en l'état actuel ne lui donne pas la possibilité d'être à la tête du pays parce que, bien évidemment, ses enfants seraient nés à l'étranger et donc forcément n'auraient pas la nationalité birmane. Donc voilà, on peut se réjouir de cet état des choses et on peut dire que c'est un combat téméraire de longue haleine qu'elle aura mené, qui aujourd'hui porte ses fruits. On espère simplement que la cohabitation avec la junte qui est encore présente va répondre aux aspirations du peuple birman et que Aung San Suu Kyi va donner la touche qu'il faut finalement à ce pays-là pour retrouver sa crédibilité au niveau des conseils des nations en tant que pays véritablement démocratique. Mais puisqu'on peut déjà se réjouir que le chef de l'armée ait accepté de collaborer avec Aung San Suu Kyi, c'est déjà quand même un signe de détente. Elie Smith, bonjour. Bonjour, c'est un signe de détente. Ça montre que les Asiatiques sont mieux que les Africains. Parce que si c'était une junte africaine, ils devaient peut-être vouloir frauder les élections. On a eu le cas ici en 92 au Cameroun, on a eu le cas au Nigeria en 93, le cas du Abiola. Et puis aussi, c'est une leçon aux opposants camerounais. Donc, quand vous êtes opposant, vous devez être fidèle, avoir des principes à respecter. Il ne faut pas souvent changer, de sauter de coq à l'âne, faire comme des Bello Bouba Maïgari et les autres. Donc, je pense que dans la vie, il faut être loyal parce qu'il y a les gens qui vous suivent. Si vous changez de temps en temps, il n'y a pas de problème. Donc, je crois que c'est aussi une victoire pour ceux qui aiment la démocratie parce qu'on a toujours cru que la Birmanie va se pencher vers la Chine, mais ça n'a pas. Et puis, autre chose, c'est la loi birmane qui dit Aung San Suu Kyi, qui est la fille du premier général birman, elle est mariée à un Britannique. Si elle était mariée à un Birman, il ne devait pas avoir de problème. Mais je crois qu'il y aura des négociations parce que comme elle a fait la main tendue à la junte. Et puis moi, je félicite M. Thein Sein parce que c'est grâce à lui que la Birmanie a pris le côté de la démocratie parce que c'est la démocratie qui triomphe toujours. Voilà, et elle a reçu les félicitations de Barack Obama, et c'est quand même un très grand modèle. Accepter que des militaires vous accordent, n'est-ce pas, tous les sièges en dépit, n'est-ce pas,
du quart de siège qui est une obligation, du quart de siège qui est une obligation, c'est quand même constitutionnel, c'est quand même une véritable ouverture politique, une véritable démocratie. C'est un exemple que le monde entier devrait copier. Quand même, ça fait 30 ans que cela dure, 30 ans de bataille, 30 ans de lutte politique, sans jamais fléchir. Et aujourd'hui, la victoire est au bout de l'effort. Oui, la victoire est au bout de l'effort, on le disait déjà. Vous savez, Louis Roger, modèle que la Birmanie offre aujourd'hui au monde à travers les différentes facettes de la démocratie telle qu'elle s'exprime d'un continent à un autre. Mais si on veut retourner et apprécier le regard que nous pouvons avoir sur ce dénouement en Birmanie, au regard de ce qui se passe chez nous, quand on regarde le retour du multipartisme dans les années 90, je crois qu'on peut être d'accord avec Elie et interpeller aussi nos hommes politiques qui ont souvent été blancs le matin et en mi-journée ont une autre couleur et puis avant le coucher ils ont une autre et dans la nuit même ils changent encore de couleur avant de se réveiller le matin sous une autre forme. Donc ça ne rend pas crédible et puis ça dilue même l'idée, le combat et même finalement les stratégies que ces hommes disent vouloir porter. Et vous allez donc comprendre que dans ces conditions-là, le processus démocratique soit vicié et qu'il y ait même un désintérêt de la part des potentiels électeurs, des populations derrière cette question-là et que le pouvoir, bien évidemment, s'en serve parce qu'il est de son devoir de conserver son pouvoir. Donc on veut surtout tirer l'exemple derrière ce qui arrive aujourd'hui à Aung San Suu Kyi du côté de la Birmanie, un exemple que devraient prendre nos politiciens pour rester fermes dans un certain nombre d'idées, quitte à ce que cela leur coûte quand même quelques casseroles dans le panier quotidien ou alors la pitance qu'ils se débrouillent pour la plupart à avoir. Nous sommes tous dans ce cas de figure. Et puis être opposant ne veut pas dire forcément être destructeur des avoirs de la nation. Être opposant, c'est peut-être avoir une autre façon de penser et de la proposer aux compatriotes et d'être même un contrepoids sérieux pour le pouvoir. Et c'est en cela que le pouvoir pourrait même aussi s'améliorer. Donc, loin de nous l'intention de donner des leçons à nos hommes politiques, mais malheureusement, on est obligé de constater que si on regarde le parcours de ces hommes-là, même si on dit bien que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, on n'a pas véritablement l'impression que c'est des idées qui ont fait changer d'avis à nos hommes politiques. Regardez et suivez mon regard, Louis Roger. Je suis votre regard. Je vous amène également à suivre le regard d'Alexis Tsipras, qui n'arrive plus aujourd'hui à comprendre ce qui se passe en Grèce, lui qui a bénéficié de la confiance du peuple, mais aujourd'hui, c'est une grève générale contre les mesures d'austérité imposées par la communauté internationale. Alors, Elie Smith, voilà une contradiction que l'on observe aujourd'hui pour ce qui est de la Grèce. Oui, je pense à Alexis Tsipras, s'il dit qu'il ne comprend pas, donc il est malhonnête lui-même, parce qu'il a menti, il a déçu les Grecs. Les Grecs lui ont voté pour un mandat, n'est pas accepté le plan de l'austérité de l'Union européenne. Il a même fait sortir son ministre des Finances parce que lui, il avait compris la réalité. Donc je pense que la population grecque, je les adore. C'est d'abord le berceau de la démocratie, on est en train de voir. Ils ont donné un mandat clair à Alexis Tsipras et Alexis Tsipras a cru bien de jouer avec les gens de Bruxelles. Donc, au lieu d'être le représentant de la Grèce, il est parti respecter les propositions faites par Bruxelles. Il faut savoir que Bruxelles est aussi tombé dans son propre piège. Depuis 1992, lors des traités de Maastricht, tout le monde savait que la Grèce, c'est des menteurs. Les statistiques fournies ressemblent aux statistiques africaines. Ça veut dire que si on dit 2, c'est peut-être 4 ou 20. Donc, on a fait la Grèce entrer en Union européenne ou pas seulement dans l'Union européenne, dans la zone euro, en faussant la réalité économique grecque. Et voilà pourquoi on a ça aujourd'hui. Et c'est la question qu'on pose aux gens aussi sur la convergence dans le franc CFA. Quand il n'y a pas une certaine convergence économique, il y a toujours des problèmes. Donc la Grèce, aujourd'hui, est victime du mensonge et du rafistolage de Jacques Delors, de monsieur l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, eux tous qui rêvaient de faire entrer la Grèce dans le sein de pas l'Union européenne, de l'euro, sans avoir, ou sachant tout à fait qu'ils étaient menteurs dans les statistiques qu'ils avaient promis, mais ont accepté. Donc Alexis Tsipras a menti à la population, tout à fait normal qu'elle soit victime de ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Alexis Tsipras est donc victime de ces mesures prises par le Fonds monétaire international, par la Banque centrale européenne, par cette autre banque de stabilité financière. Alors tout cela, pourquoi finalement
lorsqu'on doit encore tout casser, puisqu'il est jeune aujourd'hui, s'en prennent aux édifices, etc. Pourquoi donc prendre cet argent quand cela ne peut pas servir véritablement? Lui, Roger, déjà, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur deux éléments qui pourraient nous permettre d'apprécier un peu la position d'Alexis Tsipras. Aujourd'hui, il faut d'abord reconnaître que les 2 milliards qui font partie de la première tranche du 3e plan d'aide n'ont pas encore été donnés. Les bailleurs de fonds occidentaux hésitent un peu parce que quelques mesures supplémentaires devraient être prises. Ce qui met le feu aux poudres, je vais vous le dire, c'est peut-être la succession et le rapprochement des différentes mesures. Parce que depuis la semaine passée, c'est en tranche. Les retraites ont été révisées, l'âge de départ a été révisé, un certain nombre de restrictions sur le plan énergétique. Peut-être c'est parce que c'est un peu trop serré. Mais je voudrais revenir sur la stratégie d'Alexis Tsipras. Il faut dire qu'on peut tout lui dire, mais c'est un stratège politique. La Grèce était dans une situation où la banqueroute était prête. Lui, Roger, il a remis son premier mandat, ça il faut le préciser. Et il a eu la confiance, il n'y a pas très longtemps, de cette population qui aurait pu le censurer pendant cette élection. Voilà, donc il faut qu'on le reconnaisse. Et deuxièmement, il faut dire que concernant l'admission de la Grèce dans le giron de l'euro, il faut reconnaître, lui, Roger, que l'Europe avait plus besoin symboliquement d'une présence grecque dans l'Union européenne. Parce que quand on regarde... la zone euro, alors. Je veux dire, l'Europe et l'Union européenne avaient symboliquement besoin de la Grèce dans, on va dire, le Conseil des Nations de l'Union européenne. Parce que quand on regarde l'histoire de la Grèce, sur le plan du développement social, sur le plan démocratique et sur le plan de l'histoire même de la démocratie en Europe, de l'expression des libertés, la place de la Grèce est centrale. Et quand vous bâtissez, on va dire, un cercle comme l'Union européenne, il y a un certain nombre d'éléments qui sont aussi historiques et symboliques. Maintenant, pour revenir à votre question, Louis Roger, aujourd'hui, la Grèce n'est pas surprise de ce qui arrive. Parce que c'est ça le discours que Tsipras a tenu pour être réélu dans le 2e mandat. Après les premiers accords pour éviter la banqueroute, il a remis son mandat après les discussions et l'antagonisme avec son ministre des Finances. Et il a dit, je suis obligé d'y aller parce que nous ferons le banqueroute. Si vous me renouvelez votre confiance, je vais prendre ces mesures et on va trouver les moyens pour qu'elles soient moins stressantes. Et il a eu le vote de la population grecque. Donc aujourd'hui, Tsipras est en train de mettre en pratique un certain nombre de résolutions, mais c'est peut-être la célérité et le fait que ces mesures contraignantes soient concentrées qui commencent à exaspérer la population. Il faut le préciser. Alors, vous parliez tout à l'heure de la banqueroute qu'on a voulu éviter, mais pourtant il y a des casses, il y a des manifestations. Ça veut dire que l'activité économique est paralysée. Ça veut dire que ça fait encore un manque à gagner énorme. Et cet argent, ces 86 milliards de francs d'euros qu'on a offert, ces 86 milliards d'euros, n'est-ce pas, offerts à la Grèce par cette communauté internationale, ne va même plus servir pour les missions premières assignées à cette enveloppe budgétaire, parce qu'en ce moment, il y a des casses. Oui, il y a des casses, mais le problème est que, je comprends ce que Christian a dit, la réalité est que la Grèce doit sortir de la zone euro. Elle ne tient pas. On est en train de faire des semblants parce qu'en termes économiques, c'est déjà en banqueroute. C'est comme quelqu'un qui est déjà mort, on est en train de faire fusion pour lui, pour le faire exister. Il y a 2 théories qui existent. La théorie de monsieur, j'oublie, c'est Virakoussis, j'ai oublié son nom, l'ancien ministre des Finances, oui, était que la Grèce sorte de l'Union européenne. Et de la zone euro, pas la zone européenne, la zone euro. Mais il n'y a pas seulement la Grèce qui est en danger de sortie. Il y a le Portugal, il y a l'Italie, il y a même la France. Parce que selon les convergences de la Commission de Bruxelles sur l'euro, il y a un certain déficit qu'on ne doit pas dépasser. Depuis tout longtemps, la France a déjà dépassé. Bon, revenons sur un pays en faillite qui est la Grèce, qu'on doit le dire. Il faudra qu'elle quitte pour revoir son économie. Et puis, à un certain moment, revenir. Et voilà les discours qu'on a prônés. Mais au sein de l'Union européenne, de Bruxelles, il y a un peu un orgueil qui estime que non, mais demandez-vous, monsieur, un retraité, on coupe votre retraite, on augmente l'âge de la retraite. La fonction publique, on a ponctionné la fonction publique, on demande de privatiser presque tout. Je suis pour la privatisation, mais on ne doit pas tout privatiser dans un pays. Donc, je comprends un peu la position grecque. Je crois que Alexis Tsipras est un bon stratège, mais pour une fois, il fallait qu'il respecte tous les engagements qu'il a pris.
avec le peuple grec. Et puis le peuple grec a aussi été victime d'une information de peur venue de Bruxelles qui les faisait croire que s'ils ne sont pas au sein de la zone euro, ça serait le banqueroute, ça serait une catastrophe, que je ne pense pas. D'autres pays ne sont pas dans la zone euro, ils prospèrent. La Grande-Bretagne, les autres sont là. Mais on ne peut pas dire que si vous n'êtes pas dans la zone euro, c'est la catastrophe directement. Merci pour ces compléments d'informations de part et d'autre. Nous allons aller du côté des États-Unis avec ces primaires qui se déroulent avec, bien évidemment, avec beaucoup d'attention. Hein, ces candidats qui sont très regardés, des propos qui sont profondément analysés. Et il y a quand même ce candidat républicain Donald Trump qui aujourd'hui fait les choux gras de la presse et qui dit que lorsqu'il sera au pouvoir, il va chasser tous les sans-papiers des États-Unis. Alors, c'est une très bonne politique. Non, Donald Trump, c'est un populiste. Vous savez, tout le monde et tout. Vous voyez que même son numéro 2, ou le challenger qui est le médecin, le neurochirurgien Ben Carson dit que ce n'est pas possible. Parce que vous ne pouviez pas faire partie 11 millions de sans-papiers. Et deuxièmement, il y a des travaux aux États-Unis qui sont ces sans-papiers qui est en train de faire. Et il est aussi sensationnel, là où il dit qu'il va construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Bon, nous savons tous, mais le problème est que ce serait difficile. Les Américains peuvent facilement absorber les Mexicains. Pourquoi? Les Mexicains sont catholiques, les Américains sont protestants, mais c'est la chrétienté. La différence devait être que si on avait une vague de musulmans qui venaient, qui ont une culture autre qu'une culture judéo-chrétienne. Je pense que Donald Trump est sensationnaliste, mais il profite sur une vague qui est aux États-Unis et que les Américains ne veulent plus les politiciens de l'establishment. Vous voyez que le numéro 1, c'est lui, le numéro 2, c'est un neurochirurgien, M. Carson. Donc, il est en train de vaguer, il est en train de voguer sur cette vague. Et puis, la presse classique essaie un peu de l'attaquer, mais ça ne l'aide pas parce que les gens le voient un peu en victime. Donc, moi, je pense que Donald Trump est ce qu'il est, mais c'est quand vous êtes dans l'opposition, ou vous êtes hors, vous pouvez tenir ce genre de propos, mais le jour où, si éventuellement il gagne les élections aux États-Unis, je pense qu'il ne pourrait pas le faire. Alors, 6% d'Américains aujourd'hui qui travaillent, qui sont très actifs, font partie de ces sans-papiers. Alors, décider aujourd'hui de mettre un terme quand même à ce pourcentage qui n'est pas quand même négligeable, c'est quand même pousser certains États dans la récession. Bah, écoutez, lui, Roger, on peut dire que c'est un rêve pieux de la part de Donald Trump. Vous voyez, les républicains aux États-Unis ont souvent un peu tiré sur cette ficelle-là protectionniste, n'est-ce pas? Mais à la vérité, il me semble aujourd'hui que le niveau d'intégration, n'est-ce pas, des immigrés et même des sans-papiers, parce que c'est vrai qu'ils parlent des sans-papiers, qui sont même beaucoup plus nombreux que ceux qui sont en règle. Ça devient utopique quand on sait que même si légalement ce n'est pas approuvé, le marché du travail dans le noir alimente beaucoup de secteurs qui produisent la richesse aux États-Unis, qui produisent le développement et construisent le pays. 11 millions de personnes à faire partie. On est dans une logique de campagne et le bouillonnant et arrogant Donald Trump, du haut de ses milliards, il sait bien animer finalement son auditoire. Donc, moi, je pense qu'il est dans son rôle. On n'a pas connu un Donald Trump en dehors de cela. C'est le contraire qui devrait plutôt surprendre. Donc, les analystes et autres qui donnent l'impression d'être surpris par les frasques et les déclarations bouillonnantes de Donald Trump j'ai l'impression, j'ai envie de dire qu'on oublie un peu qui est l'homme. D'abord, il est imbu de sa personne, un peu trop sûr de lui, ses milliards l'aident aussi. Et en fin de compte, il est dans le rôle d'un républicain dur et pur, qui se veut peut-être même des plus radicaux, n'est-ce pas? Donc, c'est du Donald Trump, j'ai envie de dire. Maintenant, la réalité, c'est que, comme le disait Elie, actuellement aux États-Unis, on a l'impression finalement que la presse, la société civile s'accommode d'un discours qui voudrait qu'on a trop vu des familles à la tête de l'État, on a trop vu des proches, on a trop vu... Et que la politique aujourd'hui aux États-Unis semble ne plus être véritablement à même on va dire, d'attirer les électeurs quand elle est tenue par ceux qui se déclarent être des politiciens purs et durs.
On veut voir, je ne sais pas moi, un médecin venir inspirer. On veut voir un acteur de Hollywood, comme c'était le cas avec Ronald Reagan, devenir président. On veut voir, bref, le rêve américain se produit comme cela s'est produit avec Barack Obama. Donc il me semble que cette logique-là est en train aussi de prendre corps. Et peut-être c'est sur cette vague-là que le milliardaire et richissime Donald Trump est en train de surfer avec son caractère bouillonnant aussi. Alors, aujourd'hui, les Nations Unies voudraient à tout prix envoyer quelques 2000 casques bleus au Burundi. Et si on enregistre encore quelques dérapages pour ce qui est bien évidemment de l'escalade de la violence, Elie Smith, il est vrai qu'on n'aimait pas Pierre Nkurunziza, mais aujourd'hui, la communauté internationale, les Nations Unies voudraient quand même envoyer s'il y a encore des violences à répétition, quelques 2000 casques bleus. Roger, je n'ai pas un problème personnel avec Nkurunziza. D'ailleurs, je le connais et je l'aime bien. Mais j'ai un problème idéologique. Je ne peux pas supporter un criminel. C'est ça le problème. Si je le vois aujourd'hui, je n'ai plus son téléphone, il pouvait l'appeler. Mais je trouve que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Et les Nations Unies doivent apprendre. Les Nations Unies doivent avoir une mémoire. C'est la même chose, lui, Roger, qui s'est passé au Rwanda lors du quand M. Juvenal Habyarimana était au pouvoir. Et c'est le même double jeu que la France avait passé. On dit souvent qu'on aime accuser la France. Je ne vois pas pourquoi la France de François Hollande doit continuer toujours à former la police burundaise qui tue. Donc, si les Nations Unies ont décidé d'envoyer un casque bleu, c'est tout à fait normal. Je suis aussi content que même les États de l'Afrique de l'Est ont dit que l'option d'intervention militaire est maintenant sur la table. Donc, je n'ai pas un problème contre lui, mais j'ai un problème de principe. Je ne voudrais pas voir encore 1 million de gens massacrés au Burundi, comme on a eu le même cas au Rwanda il y a environ 21 ans aujourd'hui, si mes calculs sont bons. Donc, les Nations Unies doivent agir et non pas réagir. Agir et non réagir. Et ces 2000 casques bleus-là seraient stationnés en République démocratique du Congo. Mais les autorités de Bujumbura estiment qu'il n'y a pas péril à la demeure pour que ces 2000 casques bleus interviennent. Il faut surtout dire, lui, Roger, que l'option de ces 2000 casques bleus qui devraient être retirés du contingent des Nations Unies en RDC est une option ultime, il faut le dire. Les Nations Unies, à travers la résolution qui a été adoptée, proposée et pilotée par la France, disent qu'il faut que toutes les parties prenantes reviennent à la table du dialogue. Et allez donc voir que quand les États-Unis, avec leur allié ougandais, Yoweri Museveni, dont vous évoquiez le rôle dans la crise burundaise, si les États-Unis, très influents au niveau des Nations Unies, réactivent la piste de l'Ouganda comme médiateur et que les Nations Unies reconnaissent à l'Union africaine le droit de gérer d'abord cette question, avec évidemment le veto de la Chine et de la Russie qui ont estimé à ce Conseil-là que c'est d'abord une crise interne, vous voyez que c'est une résolution au minima au regard du premier texte que la France avait introduit, où on parlait des sanctions ciblées contre les personnalités du régime burundais. Donc, c'est une situation difficile à cerner et il me semble que même au niveau des Nations Unies, on a compris qu'il serait peut-être prudent de commencer d'abord par laisser la médiation ougandaise accélérer un peu son rythme, lui donner une marge de manœuvre pour activer ces différents contacts et peut-être, en dernier ressort, de permettre à l'Union africaine de voir si jamais même une option militaire serait envisageable, de définir les contours de cette option militaire. C'est ce que je retiens de positif dans cette réunion des Nations Unies, où on n'a plus finalement eu l'impression que c'était une solution qui venait d'ailleurs, hein, loin des terres africaines. Voilà. Oui, ça vient de loin des terres africaines parce que les Africains sont irresponsables. L'Union africaine ne peut rien faire parce que c'est les amis entre eux, les chefs d'État. Moi, je trouve que M. Nkurunziza ne respecte pas, il n'y a même pas à négocier avec un monsieur comme Nkurunziza. Il faut qu'on respecte l'esprit des accords d'Arusha, un point trait. Voilà, merci. On ne pourra pas avoir le temps de parler de ces casques bleus accusés d'abus sexuels en République centrafricaine, voilà, qui sont allés là-bas au lieu de maintenir la paix, sont allés plutôt abuser sexuellement des jeunes centrafricaines et le pape François est donc attendu dans les tout prochains jours. On parle également d'un déploiement de 1140 casques bleus supplémentaires pour bien évidemment sécuriser
la République centrafricaine en vue des prochaines élections qui sont annoncées pour le 27 décembre prochain, des élections législatives et présidentielles. Merci de nous avoir regardé. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.